Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et de théâtre. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir la comédienne Stéphanie Reynaud et l'écrivain Édouard Moradpour. Stéphanie Reynaud, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Je t'en prie. Édouard, bienvenue à Berbère Télévision que tu connais déjà. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Et donc cette fois, tu viens pour ton troisième roman qui sort aux éditions Michaland, intitulé « Nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose ». Alors, qu'est-ce que raconte ce roman? Alors c'est une histoire d'amour. Oui. Alors le titre le dit bien, nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose, mais en même temps ça touche un sujet tabou en ce moment en France. C'est un sujet qui fait débat, c'est-à-dire que ça aborde le sujet du suicide assisté. Oui. Voilà, du suicide médicalement assisté dont on parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, ce soir, le 10 mars, d'ailleurs, il y a un débat qui commence à l'Assemblée sur le sujet, sur une nouvelle loi. Donc attention, c'est une histoire d'amour, mais qui aborde, donc la toile de fond de ce roman, de cette histoire d'amour, c'est le suicide assisté. Effectivement, ce sujet est abordé, mais de manière élégante, pas flagrante. Donc tu mets en scène, au fait, Julien, un avocat, et Éléonore, une musicienne. Elle joue du violon. Et donc tous les deux ont des parcours un peu chaotiques sur le plan sentimental. C'est ça? En effet, si tu veux, en résumé, cette histoire, c'est très très simple, en quelques phrases. En effet, Julien et Éléonore ne se connaissent pas. Oui. Ils ont chacun leur vie, en effet pas très heureuses au niveau sentimental. Oui. Mais en même temps, ils se croient tous les deux atteints d'une maladie qu'ils pensent incurable. Voilà. Et ils décident chacun, parce qu'ils ont leur opinion là-dessus, de ne pas être indépendants, de ne pas mourir dans des souffrances atroces. Et ils décident, comme en France, le suicide assisté n'est pas permis par la loi, ils décident d'aller en Suisse, dans une clinique qui s'appelle Respectus. Et arrive une chose absolument imprévue, c'est qu'il y a un coup de foudre dans la salle d'attente de cette clinique. Ils se croisent une seconde, et là arrive un coup de foudre tout à fait inattendu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont 3 jours pour décider en fait, parce que la règle de cette association à Zurich leur impose 3 jours de réflexion. Voilà. Avant d'aller au bout, avant d'appuyer sur le bouton. Voilà. Et donc pendant ces 3 jours, ils vont commencer une relation. Et alors tout le sujet est là, est-ce que Julien et Éléonore vont décider de mourir ou de commencer à s'aimer? Et c'est donc là tout le suspense de ce roman. Hein. On ainsi. ne saura la vérité, en tout cas, qu'en lisant le bouquin jusqu'à la dernière phrase. En effet, c'est un livre qu'on a envie de lire jusqu'au bout. C'est le genre de livre qui a une intrigue. Mais tout à fait. Ce n'est qu'à la dernière ligne. Et quand je dis dernière ligne, ce n'est pas une image, c'est vraiment la dernière ligne. C'est vraiment la dernière ligne, effectivement. Que le dénouement arrive. Mais ceci dit, si on lit la dernière ligne, on ne comprend rien. Parce qu'il faut avoir lu le livre pour comprendre la dernière ligne. Absolument, c'est bien ficelé. Je reviens donc à Stéphanie. Alors Stéphanie, tu vas jouer une pièce de théâtre. Tu vas commencer, me semble-t-il, dans la région du Nord. Et puis tu vas revenir à Paris, qui s'appelle L'Amant. Oui. Alors avec Giovanni Rocca, je crois. Giovanni Rocca, un comédien de talent et implanté, dont la compagnie est implantée dans le Nord. D'accord. Donc ce qui nous permet d'avoir des dates confirmées dans le Nord. C'est très bien. Dans des médiathèques, des beaux théâtres. Et on va la jouer aussi quelques dates à Paris. À Paris. Et donc la pièce, elle est de Harold Pinter, c'est ça? Oui, célèbre auteur britannique. Oui. Donc qui a écrit des choses célèbres comme Le Monde Plat, etc. Et donc je vais vous parler de la pièce. Ben oui, bien sûr. Donc, L'Amant, c'est l'histoire d'un couple bourgeois installé dans un confort bourgeois depuis 10 ans. Oui. Un couple marié. Et dans lequel la femme reçoit quelques après-midi par semaine son amant. Oui. Avec l'accord, l'approbation de son mari. Avec son accord. D'accord. Oui. Voilà. Et le mari même va jusqu'à s'arranger pour ne pas rentrer trop tôt du travail, pour ne pas déranger la femme et l'amant. Voilà. C'est pour sauver un peu son couple ou bien c'est pour autre chose? Eh bien en fait, je ne sais pas si je peux dire qui est l'amant, mais qui joue l'amant finalement. Oui.
Je crois que je peux le dire. De toute Mais façon, bien ça sûr, n'enlève rien à bien- la pièce. bah oui, bien sûr. On découvre. Juste qu'il faut peut-être garder un peu de suspense pour que les gens viennent te voir, Oui, toi voilà. et Giovanni Rocca quand même. Exactement. Alors, c'est, on va dire, alors je vais parler de manière plus générale, c'est la question de comment maintenir le désir dans le couple, qui est finalement une chose très fragile, une des choses les plus capricieuses entre deux Bien êtres. sûr. Et aussi comment réussir à réaliser ses fantasmes sans devenir fou, parce que finalement, c'est des personnages qui frisent avec la folie. Oui. Il y a beaucoup d'autodérision chez les personnages de Pinter, une apparente banalité aussi, parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont en apparent très ordinaires, très quotidiens. Voilà, et en fait, à travers ces lignes-là, on va dire en sous-texte, on sent une espèce d'étrangeté, quelque chose qui suinte et qui donne une atmosphère un peu même dérangeante. D'accord. Et voilà, c'est des pièces comme... J'ai pas lu tout Pinter, voilà, mais ce sont des pièces à plusieurs degrés de lecture, D'accord. extrêmement la mise en scène, subtiles, elle est finalement. de Stéphanie Laferrière, c'est ça? Stéphanie Laferrière, une jeune femme assez douée, intelligente et qui nous met en scène. Et donc la pièce dure à peu près combien de temps? Je pense ça va durer 1h15 environ. D'accord. C'est pas une pièce très longue, c'est une pièce comme ça Voilà, donc qu'on avale d'une c'est traite. juste ce qu'il faut, hein, on peut dire comme ça. Je pense Toi que qui as c'est fait quand juste- même beaucoup de théâtre, Si, tu si. nous diras tout ça. Je vous dirai tout ça, mais 1h15 c'est bien. C'est bien. Si c'est dense, c'est un format idéal comme on dit. Donc là c'est du point de vue des programmateurs, mais Oui, même bien du point de vue sûr, du bien spectateur, sûr, c'est un bien format sûr. assez idéal. Tu peux nous dire aussi les dates parisiennes, je crois, c'est du 1er avril au 27 mai, Exactement, tous les mercredis c'est ça? à Probablement 19h. au théâtre du Gouvernail, c'est ça? Voilà, au théâtre du Gouvernail, anciennement le théâtre des Deux Rêves, parce que les gens le connaissent sous ce nom-là. Une petite salle idéale pour lancer une pièce sur Paris. C'est dans le 19e, 5 passage de Thionville, métro Ourcq. Voilà, vous avez tout. Ah, C'est à oui, 19 très heures. bien, très bien. On a toutes les infos. Et puis, tu voulais nous dire, tu m'as dit ça hors antenne, un mot sur une association. Saison de culture, c'est ça? Absolument, une association qui me tient à cœur, dont Oui. j'ai l'honneur d'être la marraine. Oui, Donc c'est l'association menée par Wojtek Konarzewski et Mylène Vignon, donc sa rédactrice en chef, qui est oui. donc une grande amoureuse de l'art sous toutes ses formes, comme on en retrouve une partie ici, n'est-ce pas, Oui, bien chers sûr, collègues? on va revenir à ça. Voilà, et effectivement. donc c'est une association qui a pour but de favoriser l'émergence artistique, des coups de projecteur sur des artistes. Tous voilà. les arts ou bien c'est Non, tous les théâtre, littérature, tous les il y a tous les artistes un peu de France? non, c'est pas. Très Voilà. bien, Et bien. l'association est ouverte à tous nouveaux adhérents, mécènes, etc. Voilà, pour soutenir l'émergence Les artistique. portes et les fenêtres sont Voilà, ouvertes. il suffit d'aller sur Saison de Culture. Culture. Voilà, Voilà. il y a un site internet. Oui, il y a le site Il y a un internet site qui est internet très, très très visité visité. et très beau, je pense, pouvoir le dire. Très bien. Je reviens à Édouard Moratpour. Ah, donc, Éléonore avait comme ami un Russe et un Anglais, mais ça n'a pas vraiment bien marché avec les deux. Elle n'était pas très heureuse en amour, parce qu'avec le Russe, il ne la traitait pas très bien. Oui. C'est vrai qu'il lui donnait une vie agréable, Oui, mais pas beaucoup d'affection et d'amour. Mais en même temps, comme elle n'était pas très heureuse avec le Russe, elle a rencontré un Anglais. Et le problème, c'est que ça va tourner très mal avec cette histoire avec l'Anglais, parce qu'elle est très amoureuse. elle est très Et amoureuse, elle est lui très aussi déçue. semble-t-il, mais il est déjà marié, c'est ça? Oui, mais elle ne le sait pas. Elle lui ne sait raconte pas, toute il une lui a histoire. pas dit. Il lui a pas dit, et il lui dit ça dans un coup de fil, à un moment où elle allait très mal, parce que justement, Éléonore est violoniste. Donc elle a besoin de ses mains, Ah oui, forcément. bien sûr. Et elle commence Une grande violoniste. une grande violoniste dans un orchestre symphonique, mais elle commence à avoir les signes d'une sclérose en plaques. Et ça, Oui. c'est horrible pour un musicien. Enfin, c'est horrible pour tout le monde, mais surtout Ah un oui, musicien. surtout Parce pour que, elle. Au moment de répétition, elle commence à avoir ses doigts qui se crispent, elle n'arrive pas à jouer. Donc tout ça ça se déroule sur plusieurs années, mon histoire d'amour. Oui, bien Donc sûr. cette maladie gagne du terrain. Et donc elle est très très malheureuse parce qu'elle sait qu'un jour ou l'autre, elle sera paralysée. Et pour elle, la musique, c'est pratiquement toute sa vie. Tu écris en page 220, ces moments de félicité, je ne les ai ressentis qu'avec mon violon, avec la musique. Voilà, elle est nourrie par la musique, c'est vraiment, elle vit de sa musique, c'est ce qui lui permet d'aller beaucoup plus loin dans sa vie, malgré la maladie, mais quand elle rencontre en plus cette catastrophe amoureuse, c'est-à-dire tout d'un coup, elle y annonce au téléphone, finalement je suis mariée,
Là, c'est là où elle décide d'arrêter de vivre, parce que là, la maladie plus ce malheur privé, c'est là où elle décide d'en finir. Voilà, elle dit j'en peux plus. Et c'est là où elle décide d'aller en Suisse, justement, chez Respectus. D'accord. Je reviens à Stéphanie, qui elle aussi est passionnée d'art en général. Et toi, donc Stéphanie, tu as été diplômée d'école supérieure de commerce, mais tu changes de cap. Oui. C'est pour vivre ta passion de Oui, l'art? oui, ça a été pour vivre ma passion. J'ai pensé pouvoir mener une vie plus conventionnelle, entre guillemets. Et puis un jour, on se réveille et on se dit, ça ne pourra pas durer longtemps comme ça. Ou alors c'est passé à côté de sa vie. Voilà, donc oui, effectivement, j'ai eu un début de vie assez conventionnel avec... Tu as travaillé à la Fédération française de foot voilà, aussi. Exactement. Ça m'a aussi permis de me payer mes premiers cours de théâtre. Voilà, donc c'était quand même une bonne chose à l'époque. Et puis un jour, j'ai réussi à en partir et à changer de vie avec tous les aléas que ça comprend la passion et l'élan. De le faire. C'était un élan vital. Voilà, pour toi, c'était un élan vital. Il fallait c'était le vital. faire. Ah oui, c'était vital. Sinon, je serais restée dans un métier à sécurité, entre guillemets. Oui. Voilà. Mais je croise de plus en plus dans ce métier des parcours similaires aux miens. C'est vrai, des gens qui laissent une vie pour venir oui, j'en ai beaucoup autour de moi. Dans le monde des arts. Oui, vraiment, des gens qui m'ont dit, moi j'étais ça avant, et puis j'allais mourir, j'allais crever. J'ai eu plein de témoignages comme ça, des gens qui viennent de domaines professionnels très différents et qui sont venus vivre leur passion avec tous les risques, entre guillemets, matériels que ça implique. Et tes premiers rôles, alors, comment est-ce que tu les as vécus? Comment est-ce que tu les as eus? Parce que ce n'est pas facile, j'imagine. Non, ce n'est pas facile du tout. Avec les premiers petits réseaux que j'avais, donc on joue au théâtre, un théâtre avec des petits moyens, et puis on fait ses premières armes sur scène comme ça. On agrandit son réseau, on essaie de l'améliorer, voilà, ça se fait petit à petit. Année après année, c'est vrai que c'est un long chemin, voilà. Surtout quand on n'a pas fait les grandes écoles de théâtre, donc il faut faire autrement. D'accord. Et donc tu as été Paulina Solas dans le huis clos d'Ariel Dorfman, donc dans La jeune fille et la mort, c'est ça? Oui. Tu as joué ça plusieurs fois, entre autres à Paris, de janvier à juin 2012, et aussi, tu m'avais dit, hors antenne, donc ailleurs, n'est-ce pas? Oui, alors l'aventure La jeune fille et la mort, c'est une très belle aventure de remise en question, donc très enrichissante pour une comédienne, c'est-à-dire que je l'ai jouée avec ma petite compagnie naissante en 2012, compagnie montreuilloise. Oui, et j'ai été mise en scène dans un théâtre parisien qui s'appelle le Darius Milhaud, par un des cofondateurs ou co-associés de ce théâtre, avec une certaine vision du personnage de femme qui a été torturée, violée pendant la dictature chilienne. Je ne sais pas si vous connaissez Ariel Dorfman un peu, mais voilà. Moi, j'avoue ne pas le connaître. Bon, mais tu peux nous dire ce qu'il est. Auteur chilien, je te confonds toujours, je ne sais jamais s'il est chilien ou argentin, mais je crois qu'il est chilien. En tout cas, auteur sud-américain. En tout cas, les deux pays ont vécu la dictature militaire. Voilà, militaire, exactement, ça c'est certain. Et donc, il a voulu parler de la question de la jeune fille et la mort, c'est peut-on se faire justice soi-même, entre guillemets, doit-on passer au-dessus de la justice des hommes? Et finalement, cette femme qui a laissé une partie d'elle-même dans ces geôles où elle a été torturée et violée, les yeux bandés, peut-elle arriver un jour à pardonner ou à retourner dans la vie, en fait, dans la vie, et non plus rester dans cette survie où elle est finalement cloîtrée chez elle, dans son petit milieu bourgeois. Tout ça, Stéphanie. Oui, effectivement. Mais en même temps, la douleur est omniprésente dans le monde d'aujourd'hui, oui, c'est vrai. On est d'accord. Je l'ai joué en 2012 avec une mise en scène assez dépouillée, où finalement on avait vu le personnage avec Michel Miramont, le metteur en scène, d'une certaine manière, où effectivement je l'ai joué pendant 6 mois, une fois par semaine, en y laissant finalement quelques plumes. Mais bon, c'était ma première expérience avec Paulina Solas, et je trouve que ça a été extrêmement enrichissant. Et puis j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'on vienne me chercher presque 1 an et demi ou 2 ans plus tard. Pour reprendre le rôle, voilà, pour un le Festival remplacement Off d'Avignon ou pour autre chose? Oui, c'est ça, en remplacement d'une comédienne avec une toute autre équipe, donc une autre vision de Paulina Solas. C'était le même personnage, mais pas la même personne du tout. D'accord. Avec un autre metteur en scène, Massimiliano Verardi, donc une autre vision du personnage, me demandant de travailler de manière plus... j'allais dire froide, mais ce n'est pas exactement le terme exact, parce que de toute façon, il ne demandait pas non plus de la froideur. Plus sobre, plus distante. Plus distante, sobre, je ne sais pas, parce que la première n'était pas non plus super démonstrative, mais moins
Moins femme blessée en apparence, moins femme, entre guillemets, soumise, quoique dans la première, elle était en apparence dans le quotidien une femme soumise, mais au moment où ça bascule, je ne vous dis pas comment ça bascule, mais elle prend les choses en main, on dit toujours les femmes soumises, Oui, en apparence, ne sont pas toujours ce qu'on croit. Donc là, effectivement, de toute façon, c'était la femme à la fois fragile et qui retrouvait une force pour essayer d'obtenir finalement son objectif, c'était obtenir les aveux de cet homme dont elle était sûre qu'il était son ancien tortionnaire. Donc c'est des scènes assez fortes et j'ai appris 2 ans plus tard à le jouer autrement en me préservant, mais c'est-à-dire pas en donnant moins, mais en donnant autrement, en gardant une distance quand même. Voilà, c'est le fameux paradoxe du comédien, c'est pas parce que vous faites trancher les veines sur scène ou que vous mettez à pleurer que vous êtes plus émouvant que quelqu'un qui joue les choses autrement. Et donc ça a été vraiment, moi ça m'a appris beaucoup de choses de le jouer de 2 manières différentes en fait, et à 2 ans d'intervalle. Et j'ai eu la chance effectivement de faire... C'est une belle expérience effectivement, voilà. 2 ans après de refaire les choses, mais différemment. Différemment, et puis de faire Avignon en plus, qui est évidemment une grande fête du théâtre. Bien sûr. Et puis de le jouer aussi en plein air au Festival Théâtre In Situ à Kirkeran, festival parrainé par Francis Huster, où on a joué en plein air devant 500 personnes. Voilà, c'est ça aussi le théâtre, c'est jouer devant 50 personnes et le lendemain devant 500. Très bien. Voilà. Je reviens au roman d'Édouard Moradpour, qui est parsemé d'art en général, surtout de musique et de peinture. Donc, dont je rappelle le titre, Nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose, aux éditions Michaland. Alors, pourquoi ce choix de mettre beaucoup d'art ? Alors, le personnage masculin, donc Julien comme avocat. Lui, il est avocat d'affaires. Il a la soixantaine, il réussit dans sa vie professionnelle très bien. La vie privée, comme ça, comme ci, comme ça. Il a des relations, mais sans être vraiment amoureux. Et lui, il est passionné de peinture. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se nourrit, lui, de peinture. Éléonore, c'est la musique. Julien, c'est la peinture. Et quand ils vont se rencontrer à Zurich, donc chacun va essayer de montrer à l'autre, de le nourrir de ce qu'il aime lui. Donc c'est une façon de ramener à la vie l'un l'autre, l'un par la musique et l'autre par l'art. Voilà, ça se croise. C'est bien vu. Et puis, dans ce bouquin, qui est différent des 2 précédents, il y a Paris. Paris est omniprésente. On voyage dans la ville de Paris, n'est-ce pas ? On voyage dans Paris et dans Zurich. Ça se passe entre Paris et Zurich. Plus Paris que Zurich. Zurich, c'est vers la fin. Mais Paris, on voit l'amour que tu portes à cette ville sans que tu le dises. Alors, c'est le Paris un peu central, il est vrai. C'est Saint-Germain-des-Prés. Central, il est un peu bourgeois, bien sûr. Voilà. Un peu Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Bon, mais c'est le Paris, ville de la culture, hein, bien donc sûr, des arts. Bien sûr. Donc, en effet, j'aime Paris. Bien sûr, j'ai vécu 20 ans à Moscou et Paris me manquait. Donc, ça se sent peut-être dans le livre. Et si je te disais de comparer Paris et Moscou, alors, qu'est-ce que tu dirais ? Je préférerais 10 000 fois Paris à Moscou. C'est vrai ? Moscou, c'est une mégapole absolument monstrueuse de 15 millions d'habitants avec des bouchons insensés. Sans lumière parce qu'à partir du mois de septembre-octobre jusqu'en avril, le ciel est plombé, il n'y a pas de soleil. Non, ce n'est pas une ville agréable. C'est une ville où moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans un métier qui m'a passionné, la publicité. Voilà, la publicité. Tu as fait beaucoup de belles choses dans la publicité. Tu as été un pionnier dans cette ville. Oui, j'ai créé le métier de la publicité en Russie en 89 à la chute du mur de Berlin. J'étais un des premiers là-bas, mais j'ai passé 20 ans. Et je dirais que Paris m'a manqué, donc là je suis bien content d'être rentré. Je ne me suis pas trompé, hein. J'ai bien deviné que tu aimais bien Paris. Je reviens à Stéphanie. Alors Stéphanie, en 2011, tu as tourné sous la direction de Michel Métivier dans une série canadienne, La vie secrète de Napoléon. Oui. Et tu as joué Joséphine de Beauharnais, c'est ça ? Oui. Mais... Alors cette expérience, c'était comment ? C'était exotique, entre guillemets. C'était agréable. C'est à ne pas prendre au sérieux, ça n'a pas du tout de valeur documentaire et historique. C'est la vision très monty-pythonesque de grandes figures historiques, dont Napoléon et Joséphine, vues par les Canadiens anglo-saxons. Voilà. Donc c'est très autodérision, donc c'est un peu caricatural. Voilà. C'est plutôt humoristique, historique. Et j'ai adoré être dirigée en anglais, voilà. Parce que c'est un rôle muet, mais en tout cas, on a été dirigé en anglais. Et donc, toi, tu n'as pas de problème de langue. Les langues, pour toi, sont un peu ton territoire ? Alors, non, pas la prétention d'être bilingue. En anglais, ça va, je me débrouille. Ben, j'ai l'accent oui. Frenchy. Un peu. Oui, je pense. Après,
Nous, les comédiens, on fait des stages pour essayer d'apprendre à améliorer ça, tout ça, mais j'ai encore l'accent français. Mais je ne ferme pas la porte à des rôles en anglais. Et je ne pourrais pas tout dire de tout ce que tu as fait, mais tu as fait plein de choses. Entre autres, tu as coécrit une pièce de théâtre en 2006, Un chameau dans une tempête de sable. Oui. Ah, c'est quoi cette œuvre? Oui, j'ai fait ça, j'ai commis ça. Non, mais on a fait ça, c'était un travail à 6 mains avec une comédienne et un metteur en d'accord. scène d'origine britannique. Donc avec aussi l'humour british, Oui. plus 2 Françaises avec lui, ça donnait une pièce un peu particulière sur la rencontre de 2 femmes, une rencontre improbable et qui se termine de manière un peu surprenante. Et que Voilà, je tu suis as joué un aussi. petit peu vague. Tu as joué Oui, ça? oui, je l'ai joué. Voilà, je l'ai joué avec la comédienne avec qui on a coécrit. Et effectivement, c'est l'histoire, ça remonte. Mais Ça Christine, remonte, oui, ça remonte. C'est 2006, je crois. c'est ça, une jeune bourgeoise, enfin, qui vient d'une famille très bourgeoise et aisée, et qui est donc dans un mariage de façade, Oui. dans un mariage mal consommé, on va dire, et qui donc sait pertinemment que son mari a des aventures, des maîtresses de passage, et qui se rend compte à un moment donné qu'il y a une histoire, une maîtresse qui reste. Donc elle va se débrouiller, s'arranger pour essayer de rencontrer cette fameuse maîtresse, quelle est cette femme Oui. extraordinaire ou exceptionnelle qui arrive à retenir son mari. Et donc elle va tomber sur une personnalité, une personne extrêmement surprenante, avec un profil auquel elle ne s'attendait pas du tout, puisque d'habitude son mari avait comme maîtresse des jeunes femmes plutôt charmantes, et là... il y a une ce vraie n'est pas le surprise cas au du bout. tout. Ah Voilà. non, pas du tout. Et c'est une femme qui peut être attirante pour d'autres raisons et assez fascinante de par son parcours de femme qui s'est faite toute seule. Voilà, l'inverse de cette Christine qui est née, on va dire, dans la soie. Et donc, ça va être une rencontre détonnante et qui va conduire à une grande relation, voilà, forte. C'est très surprenant. C'est sympa tout ça. Hein. C'est sympa. Oui, c'est sympa. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Édouard Moradpour qui vient de publier son 3e roman aux éditions Michaland, Nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose, et avec la comédienne Stéphanie Reynaud qui va jouer une pièce intitulée L'amant. Et donc je reviens à Édouard, donc cet avocat Julien a sa maman qui est malade. Sa maman va un peu l'influencer plus tard. Hein. Sa maman a vraiment Alzheimer. Beaucoup. Sa maman est dépendante. Voilà. Et lui, le problème, c'est que il sent aussi les prémices de l'Alzheimer. Qu'il croit être l'Alzheimer. Il a des pertes de mémoire, il a des pertes de conscience. Donc, Oui. et comme il a vu sa mère être complètement dépendante, il a même, dans un des chapitres, il a dû laver sa mère, ce qui est quand même assez difficile pour un fils de laver sa mère toute nue dans une baignoire. C'est pas évident. Surtout qu'il idéalise sa maman quand même. Il est très proche Il d'elle. est très proche de sa maman et donc il est très marqué par ces scènes de dépendance et il ne veut pas être comme sa mère. Il ne veut pas être dans le même état et voilà pourquoi lui... Il veut éviter tout ça. Il veut éviter. Et comme il a un certain nombre de signes justement d'Alzheimer qui commencent à apparaître, eh ben lui aussi, à un moment, il décide d'en finir, de ne pas tomber sur la dépendance et de prendre rendez-vous à Zurich. Voilà, mais il est un peu désabusé aussi par la vie, hein, malgré sa réussite. Hein, il n'est pas très heureux dans sa vie. Il n'est pas très heureux. Il n'est pas très voilà, amoureux, quoi. voilà. Il n'est pas amoureux, voilà. Il n'est pas amoureux Ni du l'un, tout. ni l'autre. Il a des relations, mais ce ne sont que des relations. Ce ne sont que des n'est-ce pas? relations. Et pourtant, c'est un privilégié. C'est Il un- parcourt le monde. Lui, il Oui. voyage aussi. Il n'est pas seulement à Paris. C'est un avocat d'affaires qui a les moyens, qui vit très bien, mais sauf sans l'essentiel, l'amour. Et c'est là où on se rejoint, je pense, avec Stéphanie, c'est que nos deux histoires parlent d'amour. Tout à fait. L'amant parle d'amour. Ah, l'amant parle d'amour, d'amour à cultiver, Voilà. à enrichir, à maintenir, à faire perdurer, etc. Et mon livre parle du rapport de l'amour et de la mort. En fait, c'est un jeu. C'est-à-dire, est-ce que En filigrane, C'est tu Eros- dis que Eros et l'amour Thanatos. est très important dans la vie, que Bah, peut-être c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, moi je dirais. Je dirais que c'est l'essentiel. Et de toute façon, si on enlève Stéphanie Reynaud, est-ce que tu es d'accord avec Moradpour? Est-ce que l'amour c'est l'essentiel? Oui, je ne C'est peux pas vrai? dire le On ne contraire. peut pas dire le contraire. C'est bien d'entendre des hommes parler d'amour. Ce n'est pas toujours le cas, ça c'est vrai. moi, je Il y a dirais une que pudeur masculine. non, Oui, je peut-être. dirais que moi j'ai voulu confronter l'amour et la mort. C'est-à-dire, je voulais savoir qui est plus fort. Est-ce que c'est l'amour ou la mort? Parce que c'est là la limite de notre vie, c'est la mort. Donc,
Et je me suis posé la question, si j'étais dans cette situation où je ne veux pas être dépendant, je vais décider d'aller en finir de façon très... Et résultat des courses, alors, Édouard Moradpour, c'est l'amour qui est plus fort ou bien c'est la mort? Parce que la mort, on va tous y passer. Quand même. Je ne peux pas te le dire, puisqu'il faut lire le livre. Je ne peux pas te le dire, puisque sinon... D'accord, ça c'est là. Voilà, il a trouvé la parade, hein, il a trouvé la parade, donc il n'a pas répondu, mais ce n'est pas grave, Édouard Moradpour. Ce n'est pas grave, mais je dirais que le plus fort va gagner. Le plus fort va gagner, on n'est pas sur un terrain de foot, hein, bon, mais ce n'est pas grave. Je reviens à Stéphanie, donc... comme je disais tout à l'heure, tu as fait beaucoup de choses. Donc, tu as incarné entre autres Chantal dans la comédie 3-0. Oui. C'est réalisée par Fabienne Otagnante, c'est ça, aux côtés de Gérard Darmon. Voilà. C'est une petite expérience cinématographique forte parce que j'étais relativement jeune et donc c'était un peu impressionnant. Et je suis ravie d'avoir fait ça parce qu'à l'époque, ça m'a confortée dans l'idée que je voulais faire ce métier. Voilà. Toute ma vie. Oui, et puis c'était très agréable de travailler aux côtés d'acteurs chevronnés. Bah oui, bien sûr. Agréable, impressionnant, mais je garde le côté agréable de la chose. C'est très bien. Tu fais aussi d'autres choses. Tu as fait de la radio. Hein? Je fais beaucoup de radio. J'ai la chance d'être auteur de chroniques pour des radios régionales privées. Oui. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans ces chroniques alors? Quand tu ne lis pas des textes littéraires, tu lis aussi des textes littéraires? Oui, puis je suis interprète pour d'autres auteurs de ce groupe-là qui écrivent des fictions radiophoniques. J'écris des chroniques qui s'intitulent les chroniques comiques soi-disant. Oui. Donc où il y a un ton un peu humoristique, un ton très dynamique. C'est une chroniqueuse un peu folle-dingue, hein, faut bien le dire. C'est très bien. Voilà, mais qui parle de personnalités mortes ou vivantes, connues ou moins connues, et qui ont marqué l'histoire de l'humanité dans tous les domaines, artistiques, humanitaires, politiques, scientifiques, etc. Donc c'est très ouvert. Et ce sont des petites pastilles de 6 minutes. Donc les radios sont friandes de ça. Elles placent ça le matin, bon, ça donne la pêche. C'est assez long en radio. Hein. Ça peut être long, mais c'est vrai que souvent ils ont des programmes de 15 minutes. Donc là, c'est vraiment le petit joint entre deux programmes. Un petit joint un peu péchu qui passe souvent le matin quand les gens commencent leur journée. Et puis en même temps, il y a un petit aspect culturel, puisque de toute façon, je me documente avant d'écrire chaque chronique pour parler de la personnalité, et donc je ne veux pas oublier des points importants de son parcours, de sa personnalité, etc. Voilà, c'est très important. Très bien. C'est de la culture vulgarisée, c'est du divertissement culturel, c'est un mélange des deux, que ce soit agréable à écouter et qu'on se dise « Ah tiens, oui, voilà, on retient des choses ». C'est très bien, et donc je reviens à Édouard. Alors ton texte, le dernier, ce roman, il y a des dates, c'est assez récent, hein. Il y a des septembre de ces dernières années. Alors pourquoi ces choix? C'est pour limiter ton histoire? C'est pour donner des repères? Oui. L'histoire se déroule sur plusieurs années parce oui, bien sûr. Il faut installer les personnages justement parce que leur maladie met du temps à prendre forme. Hein. Ça c'est vrai. C'est pour ça que le temps passe, donc il y a un certain nombre d'années même. Les dates sont là pour les repères, quoi, pour montrer qu'il y a une espèce de puissance, de montée en puissance de leur maladie en même temps, et on explique comment ils vivent, leur goût de la peinture ou de la musique. Et puis ensuite, il y a une date importante qui est en effet le 29 septembre. Voilà. Et ceux qui liront le livre comprendront pourquoi cette date du 29 septembre est aussi importante, parce que c'est là où tout se joue. C'est vrai. Non, on ne va pas dévoiler le contenu de tout le livre. Donc dans le livre, il y a un prologue, hein, et il y a 3 parties. Le prologue ne commence pas le 29 septembre. Hein. Le prologue commence le 23. Le 23. Parce que le 23, c'est la date où tous les deux, par hasard, parce que moi je crois que le hasard n'existe pas. Déjà, tu l'as déjà dit ça dans cette émission, oui. Les coïncidences. Tout est planifié. Je pense que si les gens se rencontrent, c'est parce qu'ils devaient se rencontrer. Ça, je le pense, que ce n'est pas le hasard, que tout influe sur tout. Lorsqu'on déplace un objet, on provoque quelque chose qui fait qu'on provoque une autre réaction, etc. Donc je pense que les rencontres ne sont pas dues au hasard, mais c'est pour dire elles sont dues à la nature, à un créateur. Elles sont dues à une espèce de destin, si on peut dire, à un créateur. C'est quoi le destin, Moradpour? Ah oui, alors on va loin, là. Tu parles de destin. C'est quoi le destin alors? Moi, je crois. Si tout est écrit d'avance, ça ne tout sert à rien. Non, tout n'est pas écrit d'avance. Je pense qu'il y a un mélange un mélange de destin et de choix. D'accord. Mais c'est très difficile à expliquer parce que personne n'a réussi à expliquer. Mais c'est là où on rejoint la spiritualité. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas le comprendre.
Mais je crois qu'il y a les deux. Il y a à la fois des destins et à la fois des choix. Et donc, notre incompréhension suscite un peu notre désir de spiritualité? Moi, c'est mon cas en tout cas. Moi, c'est ma spiritualité. Moi, avant, je n'étais pas du tout spirituel, hein, il y a quelques années. Moi, j'étais matérialiste. Je pensais que ce que je voyais. C'est tout. C'est tout. Et il y a 5 ans, s'est produit dans ma vie C'est un vrai. événement tragique. C'est vrai que tu mon racontes premier dans la roman. campagne de Russie, Et là où je me effectivement, suis posé des questions, ton premier roman. voilà, La campagne de Russie, c'était mon premier roman très autobiographique. Et je me suis posé la question, en fait, simple, est-ce qu'il y a une vie après la vie? Et en ayant beaucoup réfléchi, et en beaucoup lu, et en beaucoup parlé, en quelques années, j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose après, mais sans en être sûr. Mais c'est pour dire que tout ce qu'on voit n'est pas la réalité, mais c'est pour dire aussi que le hasard n'existe pas. C'est pour revenir à ta question. Oui, je trouve que c'est le même jour, le 23 septembre, que les deux appellent l'association Respectus en Suisse. Ils prennent rendez-vous le même jour. C'est pour ça que le 26 septembre, ils se retrouvent exactement dans cette salle d'attente au même jour. Tu vois, le même jour, ils appellent, le même jour, ils se croisent. Et ensuite, il y a une histoire, en effet, le roman nous amène en fait à la date du 29. Pourquoi? Parce que les deux font un pacte du 29 septembre. Pour le comprendre, il faut lire le livre. Mais il faudra lire le livre, donc ils se partagent même quelque chose. Je ne dirai pas quoi, mais bon, ce petit quelque chose va les réunir plus tard, probablement, on ne sait pas. On ne sait mais pas. On se pose la question. On se pose la question. Alors, Stéphanie Reynaud, alors qu'est-ce que tu penses de tout ce débat sur la spiritualité, le destin, le temps qui passe? C'est une question personnelle, hein, donc, voilà. La spiritualité, Oui. alors je ne sais pas du tout si je suis un être spirituel, mais quand Édouard a dit je pense qu'il y a quelque chose après la mort, mais je n'en suis pas sûre, je me suis dit qu'il était peut-être probablement comme moi, c'est-à-dire agnostique. Je ne sais pas si je... Lui peut-être plus. Lui peut-être plus. Spirituel, Il mais est en plus... même temps sans être sûr à 100%. Oui, tu vois? mais toi tu es dans une croyance. Tu es plus dans la croyance que le doute. Moi je pense que la vie continue après la vie, d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on a une âme. En fait, je pense qu'on a une âme, c'est aussi simple que ça. Pas simple. C'est aussi résumé que ça. On a une âme qui continue après le corps, dans un autre univers. Dématérialisé. Bon, donc toi tu crois à l'âme, c'est ça? L'âme des choses? Mais je crois à l'âme, mais c'est pour ça que mon livre, il n'est pas dû au hasard. Hein. Oui, bien sûr. Nous parlons d'amour, de peur de nous parler d'autre chose, est parti d'une idée personnelle. C'est-à-dire que moi, je ne m'engage pas dans ce livre sur la fin de vie. Oui, il n'y a rien. Mais par contre, tu ne dis rien sur cela. Mais toi, dans ta vie personnelle, je milite pour ça. Mais pourquoi je suis arrivé à une conclusion très simple. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on a le droit de choisir ou pas de mourir? Parce que moi, cette idée s'est imbibée en moi pour deux raisons. Un, c'est parce que je ne veux pas être dépendant. Je ne veux pas être un légume. Je ne veux pas être Vincent Lambert qui est dans son lit depuis 5-6 ans. Oui. On est d'accord. Bon, alors que lui veut en finir. Et deuxièmement, j'ai plus peur de la mort. Et c'est la spiritualité qui enlève la peur de la mort. Parce qu'il y a deux solutions. Soit il n'y a rien après la mort. Et donc c'est le néant, donc on ne sait pas. Donc si on ne sait pas, on ne souffre pas, on ne sait rien. C'est comme c'est comme si on dormait. Et la deuxième option alors, c'est quoi? S'il y a une vie après la vie, d'après ce que disent tous les philosophes, et tous les gens qui témoignent sur le sujet, notamment ce qu'on appelle les expériences, near-death experiences de mort imminente, qui sont revenus, ou les gens qui sont sortis de leur corps pendant des comas, racontent tous la même chose. C'est qu'il y a une vie après la vie et que c'est le bonheur et l'amour total. Une félicité absolue. Oui, absolue qu'on peut même pas décrire. Donc la lumière. Donc je me dis, c'est l'un ou l'autre. Ou il n'y a rien, et dans ce cas, quel est le problème? Puisqu'on n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Ou il y a quelque chose et c'est formidable. Donc je me dis, c'est comme le pari Pascal. Oui, dans les deux cas, tu es gagnant, n'est-ce pas? Tu as trouvé la solution. Merci Monsieur Pascal. C'est vrai. Et toi alors Stéphanie, tu n'as pas répondu. Tout ce que dit Édouard, moi je suis assez plutôt d'accord. Moi je suis agnostique, comme je dis en rigolant, surtout à l'époque où nous vivons, agnostique modéré. Bon, il faut faire un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Oui, bien sûr. Je suis plus du côté du doute, mais effectivement, je n'ai pas la prétention de savoir. Voilà, l'agnostique considère que tout ce qui est du domaine de la métaphysique échappe à notre entendement humain. Donc on imagine toute hypothèse et
On tolère aussi toute croyance, enfin, ça me paraît voilà. important. Et puis, il y a de l'inconnaissable dans nos Exactement. existences humaines. On est d'accord. Quand on voit ce que nous sommes dans l'univers, nous ne sommes que poussière. Exactement. Donc, parfois, il faut se dire, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, n'est-ce C'est pas? ça. Oui, je suis d'accord. Voilà. Allez, d'accord. Je ne peux pas en très rajouter. bien. Ce que je voulais demander Oui. à Édouard, pardon, la longueur du titre, c'est pas un hasard, je pense. C'est pas un hasard parce que ce titre dit déjà beaucoup de choses. Ce titre, moi, à un moment, c'est eu comme un flash. Hein. Je veux dire, c'est vraiment. Ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Il s'est imposé Tu l'as en moi. tiré de Benjamin Constant. Oui, mais ce Oui. titre est arrivé en moi et après j'ai creusé et j'ai vu que c'était Benjamin Constant. C'est Voilà. comme ça, je ne suis pas allé voir Benjamin Constant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils Tu sont- le mets en exergue. Voilà. Tu n'es pas un Oui, parce tricheur, que je- non, oui, pas non, du tout. Je le mets, mais ce titre s'est imposé et je n'arrive pas à savoir comment. Est-ce que je l'ai lu sur Internet? Est-ce que je suis tombé dans un... C'est que c'est resté quelque part. Ce titre est arrivé en disant voilà le titre qui doit être le titre de ton livre. Voilà, c'est ça l'intuition. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses mystérieuses dans l'univers. Et il se trouve que Benjamin Constant, je l'ai découvert après. Après, oui, C'est qu'il est né en Suisse. Il est suisse, à moitié suisse. c'est incroyable. Et c'est pas tout. C'est qu'Éléonore, que moi j'avais inventé, le personnage Oui. d'Éléonore, eh ben, la phrase qui est citée là Oui. vient du roman de Benjamin Constant qui s'appelle Adolphe. Et le personnage central s'appelle Éléonore. Eh bien voilà, tout Coïncidence. se relie. Coïncidence. Tout se relie C'est vraiment- étrangement, mais de façon superbe, Voilà. n'est-ce pas? On est guidé, je pense qu'on est guidé. On est On guidé, est c'est guidé. une belle phrase. Stéphanie Reynaud, alors le théâtre aujourd'hui en France, comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est vraiment encouragé? Est-ce que les gens continuent à aller au théâtre? Ou bien est-ce que les sujets de théâtre en France restent un peu toujours les mêmes? Alors, je veux dire, ton avis un peu sur le théâtre tel qu'il se pratique aujourd'hui en France, en tant Alors, que comédienne. quand Mon même. avis, j'ai pas un avis d'experte. Hein, bon, j'entends dire que, quels que soient les gouvernements, les budgets sont un peu revus Oui, à la ça, baisse. c'est un Ça, problème je pense déjà, que je vous apprends oui. rien. Oui. Le théâtre, ça reste foisonnant, je pense. Je suis assez optimiste quand même. Il y a des nouvelles générations, des nouveaux points de vue, des nouvelles expérimentations. Et puis, il y a aussi les institutions comme celle dans laquelle je vais de temps en temps pour rêver un peu, c'est-à-dire la Comédie Française, voilà. Bah oui, bien sûr. Je peux aller aussi bien prendre du plaisir à la Comédie Française que d'aller dans une petite salle et découvrir des jeunes qui vont amener des choses complètement décalées. Je reste optimiste, malgré la crise. Malgré la crise, mais tu le dis si bien, il y a beaucoup de créations aussi. Est-ce que les jeunes comédiens, est-ce que les jeunes créateurs sont encouragés? Parce qu'on a l'impression quand même, en regardant les médias par exemple en France, qu'on parle toujours des mêmes à peu près. Ah oui, oui, tout à... Alors là, oui, ça c'est vrai que l'ascenseur social culturel, il est un peu grippé, on est tout à fait Voilà, d'accord. voilà. En plus, il y a beaucoup de choses qui tiennent une place inconsidérée dans les médias, c'est-à-dire les choses assez peu culturelles. Vous voyez ce à quoi je fais référence. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, ça occupe l'espace. Donc effectivement, je crois qu'il y a des décideurs qui font des efforts, par exemple pour diffuser des pièces de théâtre du privé sur France Télévisions, je crois, si je ne oui, m'abuse. oui, bien sûr. Donc ça, je trouve que ce sont des initiatives super. Et voilà, mais effectivement, on peut déplorer qu'il y ait quand même moins de place faite au théâtre, entre autres. Ou après, j'ai bon espoir sur une autre chose qui n'est pas Oui. du théâtre, c'est C'est plutôt laquelle peut-être la création télévisuelle de D'accord. fiction, où je pense qu'il y a un frémissement, où il y a une espèce de prise de conscience parmi les professionnels français qu'il y a peut-être moyen, en payant mieux les scénaristes, puisque finalement c'est eux le nerf de la Tout à guerre, fait. au-delà de l'argent, qu'il y a peut-être moyen de développer des fictions françaises qualitatives, de qualité, dans lesquelles nous, les comédiens, on aura plaisir à aller jouer. Et que voilà, il n'y a peut-être pas que les Anglais ou les Américains qui sont dans l'absolu capables de faire ça. On a des talents en France et il serait bien de les utiliser, de penser à les exploiter C'est vrai, c'est et de vrai. les faire travailler ensemble. Ou, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des pièces de théâtre qu'on met sur Internet, comme on fait pour quelques films, des courts-métrages? Il y a des cinéastes aujourd'hui qui n'arrivent pas peut-être à passer dans les télévisions, mettent leur création tout de suite sur Internet, sur un réseau comme YouTube par exemple. Oui, Est-ce que ça peut se faire dans le théâtre? Ah, ou ça se est-ce que fait, on ça met- se fait déjà?
Ça se fait déjà, on met ce qu'on D'accord. appelle des teasers. D'accord. On met rarement la captation en entier parce que là, c'est tuer, Bah oui, tuer bien la sûr. vie de la pièce. C'est- Mais oui, les tout à teasers fait. théâtraux, Ça on se trouve, fait aussi. bien sûr. Ça se fait. Ça Donc, se fait beaucoup. Et ça a des échos, certainement. Ça aide. Même certains programmateurs, décideurs de salles de théâtre, ça aide à donner une envie. S'ils n'ont pas Bien sûr. toujours le temps de se déplacer dans les salles, ça peut ouvrir des portes, oui. C'est très bien. Alors, je reviens à Édouard Moradpour. Alors, dans ton livre, tu cites la passerelle des arts et ses cadenas, tout en mettant une belle description de la scène, les colliers. Alors, cette passerelle des arts, qu'est-ce qu'elle te dit? À toi, personnellement, à toi, en tant que romancier, alors. Moi, je crois que la peinture et la musique se rejoignent. Oui. Je le dis un moment dans le livre. Oui, Il y a oui, même tout à des fait. tableaux qui font la synthèse des deux. Oui, Je crois c'est que ça vrai. fait partie de la même spiritualité. C'est spirituel, les deux sont spirituels, tu comprends? La musique, comment ça se fait que Mozart est devenu Mozart? Pourquoi lui et pas un autre? Je pense qu'il a été Oui. inspiré par la spiritualité, je pense. Et la peinture, pourquoi certains ont des dons et pas d'autres? Je crois que tout ça fait partie du même domaine avec des expressions différentes. Moi, j'avoue que personnellement, j'adore la musique classique surtout. C'est pour ça que Oui, j'en parle oui, beaucoup. Oui, à ça se sent l'opéra. dans ce livre, oui. Et pour des raisons personnelles, j'ai été baigné dans la peinture également parce que ma première femme Oui. est peintre. Donc, D'accord, d'accord. J'ai été baigné, je Rien dirais. n'est fortuit Rien chez n'est toi. fortuit. Et c'est pas le hasard. Rien n'est fortuit, bien sûr, c'est pas le hasard, d'accord. Et donc, tu es toujours dans ce monde des arts. En revanche, dans ton deuxième roman, donc Le Mausolée, c'était un autre monde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Le Mausolée, ce roman qui n'est pas passé inaperçu? Alors, le Beausoleil, ça se passe à Moscou déjà. Voilà. Hein. Ça se passe à Moscou parce que mes deux premiers livres, comme j'étais très Bah oui, bien sûr. encore en Russie, en tout cas dans la tête, Dans la tête, oui. c'est un roman politico-mystique. Hein, c'est-à-dire Oui. que c'est autour du mausolée de Lénine et du corps Voilà, embaumé de Lénine. voilà. Parce qu'il y a plein de croyances autour du corps de Lénine qui est toujours sur la place rouge. Hein. Il est embaumé depuis 90 ans. Et Toi, donc- tu es partisan qu'on l'enlève. Mais moi, je suis partisan. Moi, parce que je trouve ça ridicule qu'il soit Oui. là, hein, premièrement. Et Oui. deuxièmement, qu'on le laisse en paix, qu'on l'enterre. le Voilà. pauvre. Et trop fatigué, Et la- oui. et Qu'on la- le laisse tranquille. Voilà, et la majorité des Russes le pensent. Parce qu'eux, ils sont spirituels. Les Russes sont très, très Est-ce que tu spirituels. sais que Lénine a vécu à Paris? Oui, bien sûr, il a vécu à Paris, il a vécu en Allemagne également. Oui, il a vécu un bon Ouais, moment à ouais, Paris. ouais. Et donc, en fait, beaucoup de Russes qui sont très superstitieux pensent que le fait de ne pas enterrer un corps, ça porte malheur à la Russie. Ah, d'accord. Parce que dans les religions, comme tu le Incroyable. sais, dans beaucoup de religions, Ah oui, bien sûr. et en tout cas chez les orthodoxes, il faut enterrer un corps, il faut le mettre en terre, sinon ça porte malheur. En Eh général, ben, les ils disent- religions Et c'est ce le qu'ils disent, disent. oui. Et ils disent, ben voilà, tant que Lénine ne sera pas enterré, la Russie sera dans le malheur, ce qui est le cas en ce moment. Hein. En ce moment, la Russie va Ça pas ne très va très pas bien. très bien. Pas très bien, mais on ne va pas commencer à débattre Non, politique. non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais ici on peut tout dire. Hein. Je reviens à Stéphanie. Donc, Stéphanie, tu as incarné donc en 2010, je crois, Jean Delamotte dans l'affaire du collier de la reine. Donc, c'est un document fiction, c'est ça? C'est ça, c'est un docu-fiction. C'est dans les procès de l'histoire. Donc, je disais que tu faisais plein de belles choses. Et Ah, donc, comment les ça s'est films en passé? costume, j'adore. Ça s'est passé, c'était une de mes premières expériences télévisuelles. Et ça s'est passé sur fond vert. Oui. Voilà, des interviews un peu anachroniques. C'était un exercice de style relativement périlleux. C'est vrai? Voilà. Dans quel sens? Au niveau du jeu, Oui. concernant le jeu, c'était un peu périlleux, mais c'était un bon baptême de l'air de la Oui. télé. Ah ben oui. Il fallait répondre à une interview et se mettre dans la peau de ce personnage d'intrigante, à moitié folle, voilà. Donc, Et c'est passé sur une chaîne de télévision, me semble-t-il? sur la c'est ça? chaîne Histoire, sur des la chaînes un peu chaîne spécialisées, Histoire. Oui, voilà, oui, pour oui, c'est les des chaînes spécialisées. férus C'est une chaîne d'histoire. qui est très regardée, qui Oui. passe de très belles choses aussi. Voilà, oui, c'est vraiment comment dirais-je, une visée pédagogique surtout, et ça divertit un peu, mais c'est Bien très sûr, très bien sûr. didactique, je dirais. D'accord. Tu es aussi modèle photographique. Oui, effectivement. Je m'attendais pas à cette question. Ah ben ça fait partie C'est bien, de c'est bien. ce que tu fais. Hein. Oui, je fais des C'est photos, pas mal aussi. Hein. Je fais des photos depuis un moment, oui, j'aime bien ça. J'ai eu la chance de croiser des gens talentueux. Donc les gens talentueux vous subliment votre image. Bah et oui, puis vous bien sûr. apprenez aussi à dompter votre image, à l'apprivoiser. En tant que comédienne, c'est quand même important.
Donc oui, c'est un parcours parallèle D'accord. que je poursuis d'ailleurs. Que je Bah poursuivrai oui, bien sûr, pourquoi l'arrêter? jusqu'à l'âge de 80 ans s'il faut, si je peux, ça vous fait rire. Je l'espère pour toi, Non, mais je pourquoi plaisante, pas, mais bien voilà, sûr, en tout pourquoi cas, pas. à chaque âge, Bah oui, pourquoi pas. son charme. Bien sûr, je reviens à Édouard Moradpour. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le premier roman, alors La campagne de Russie, qui est sorti aussi aux éditions Michelan? Alors, la campagne de Russie, c'est... Là aussi, si tu veux, le titre s'est imposé tout de suite. Hein. C'est vraiment vrai? La première chose, c'est vraiment parce que dans le titre, il y avait tout. La campagne de Russie, je crois que c'était un résumé de mon histoire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à... C'est pas la campagne de Napoléon. Ben Hein. non, juste, oui, mais c'est un jeu de mots, la Voilà. campagne, bien sûr, mais c'est un jeu de mots sur la défaite de Napoléon en Russie, mais en même temps un jeu de mots sur la campagne, donc femme. Et donc, en effet, c'est un jeu de mots, mais qui résume un peu la grande tragédie de ce livre. Hein. C'est un livre tragique. C'est vrai, mais en même temps, c'est Mais- un livre très profond, très Il est spirituel. parti de la réalité. Hein. J'ai été obligé d'écrire ce livre. C'est pour ça que je suis arrivé à l'écriture. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé une tragédie, je ne vais pas raconter Oui, maintenant. oui, hein, oui, oui. C'était juste quelques mots. Mais c'était à cause de ça que j'ai été obligé d'écrire pour, en quelque sorte, me tourner la page, je dirais, pour faire un jeu de mots. L'écriture a une façon, finalement... De tourner la page de manière artistique. Voilà, c'est-à-dire que l'écriture permet de se psychoanalyser à la limite, je dirais. C'est vrai, comme tous les arts, probablement. Voilà. Donc- Les peintres font ça aussi, n'est-ce Voilà, pas? Les donc- comédiens aussi, Donc peut-être. c'était une nécessité. En fait, je suis arrivé, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est que j'ai été poussé à écrire à cause de l'événement tragique qui m'a fait écrire mon premier livre, qui raconte en fait l'histoire d'Alexandre, mais qui est en fait moi-même. Hein, en Bien Russie. sûr, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, premier livre donc amène le deuxième livre, et le deuxième amène le troisième, et là je suis lancé, bien sûr, j'ai commencé à... Un quatrième. Un quatrième, bien sûr, il est déjà en écriture, bien sûr, il est déjà bien avancé. Eh ben, écoute, tu ne perds pas ton temps, c'est très très bien. Et donc, je reviens à Stéphanie pour nous dire un petit peu, résumer un petit peu comment elle va procéder pour sa pièce, L'Amant, parce que c'est son actualité au fait. Donc, la pièce, elle a été écrite en 1962 et donc elle va commencer à être jouée, quel jour exactement, dans le Nord? Alors, on va jouer les deux premières, les 14 et 15 mars, à Wallers. 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 C'est où à peu près? C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, Je très vais bien. découvrir cette région, parce que moi, je suis plutôt du sud. D'accord. Wallers, les 14 et 15 mars. Ensuite, on enchaîne sur les dates parisiennes. Et ensuite, on a quelques dates confirmées dans le Nord, toujours. On sera le 26 septembre à la médiathèque de Bouchain, Oui. le 7 novembre à la médiathèque de Lens et le 8 novembre dans le très beau théâtre de Denain. Voilà, un grand théâtre à l'italienne. C'est Voilà. tout un programme. Malheureusement, on arrive à la fin de notre voyage, à la fin de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Édouard Moradpour, ou bien un dernier mot. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses, on a dit l'essentiel, et je crois que le mot de la fin, c'est amour. Amour, c'est une belle chute, Édouard Moradpour. En tout cas, merci d'être revenu dans le graffiti et bonne continuation. Merci Youssef. Alors, je t'en prie, Stéphanie aussi, peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot. J'étais ravie d'être là, de discuter de culture et puis d'amour. Merci Youssef. Eh ben, l'amour est au rendez-vous aujourd'hui. Eh ben, merci d'être venu, Stéphanie Reynaud, qui va jouer donc L'Amant incessamment. Et je te dis aussi bonne continuation. Merci à vous deux. Merci. Donc, vous aussi, mes amis, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.